Bonjour et bienvenue en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Chaque jour sur Énergie 12, je vous raconte des histoires vraies, aussi fascinantes que bouleversantes, et nous les décryptons avec nos experts et nos invités. Parce que la réalité sera toujours plus forte que la meilleure série télé, voici le sommaire de ce nouveau numéro de Crimes et Faits divers. C'est l'un des mystères de cet été. Qu'est devenue Tiphaine Véron? Cette Française de 36 ans a disparu cet été durant ses vacances. Des vacances qu'elle avait choisi de passer au Japon, un pays qu'elle visitait pour la deuxième fois. Depuis le 29 juillet, ses proches n'ont aucune nouvelle d'elle. Ils sont rongés par l'inquiétude et se sont rendus sur place pendant 3 semaines pour tenter de la retrouver. À cette heure, ils n'ont pas de piste, pas d'indice. Mais comment, en 2018, est-il possible de disparaître ainsi? Personne ne comprend et vous verrez nos images sur place. Une famille désespérée qui a même fait appel à Emmanuel Macron, invité et témoignage. Dans cette quotidienne de Crimes et Faits divers, je vais vous raconter l'histoire d'une étrange disparition. Celle de Tiphaine Véron, une Française de 36 ans, partie passer ses vacances au Japon cet été. 2 jours seulement après son arrivée, elle a littéralement disparu. Aucun indice, aucune piste. L'enquête pour la retrouver piétine et sa famille en France est dans l'angoisse. D'autant plus que, je vous le rappelle, cela se passe très loin, au Japon. Le vendredi 27 juillet 2018, Tiphaine Véron s'envole pour le Japon. Des vacances qu'elle prépare depuis 6 mois et qui doivent durer 3 semaines. C'est le deuxième voyage de cette jeune femme de 36 ans au pays du soleil levant. C'est une jeune femme qui a toujours été passionnée de culture française, de la culture russe. Japonaise, c'est venu plus tard, mais ça correspond à sa façon d'être calme, zen, posée. Et c'était pas un voyage à la légère, c'est un voyage organisé depuis des mois. Elle a fait un roadbook méticuleux, précis, détaillé de tout ce qu'elle allait voir et fait à la perfection. Le 28 juillet, Tiphaine Véron atterrit au Japon. Elle donne alors des nouvelles à sa famille. À son arrivée à Tokyo, elle nous a dit que tout allait bien. Elle nous a envoyé des vidéos, des photos. Elle était gaie, enthousiaste, ravie. Puis la jeune femme se rend comme prévu à Nikko, une petite ville touristique établie dans les montagnes à 150 km au nord de Tokyo. Le matin du dimanche 29 juillet, Tiphaine a prévu de visiter un lieu peu connu des touristes, le sanctuaire de Takino. Le gérant de l'hôtel où elle réside la voit quitter les lieux et lui conseille de rester prudente. Il ne la reverra jamais. Très vite, la famille de la jeune femme s'inquiète de son silence. Car Tiphaine est très proche des siens et ne les aurait pas laissés sans nouvelles. C'est parce que surtout, elle sait qu'on s'inquiète pour elle. C'est une fille raisonnable et pour nous éviter qu'on la harcèle au téléphone d'elle-même, pour nous rassurer, elle nous envoie des textos, des messages. Célibataire et sans enfant, Tiphaine vit à Poitiers, où elle est auxiliaire de vie scolaire pour des enfants en situation de handicap. Effet particulier, elle est épileptique. Elle aurait donc pu être victime d'une crise et tomber. Ses proches lancent donc rapidement des appels à témoins sur les réseaux sociaux et alertent les autorités japonaises. Mais alors, où se trouve Tiphaine? A-t-elle été victime d'un accident? Ou la réalité est-elle beaucoup plus sordide? On se retrouve donc en direct sur le plateau de Crimes et Faits divers. Pascal Battani, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes présidente nationale de l'association d'assistance et de recherche aux personnes disparues. Oui. Le cas de Tiphaine, c'est vrai, nous interpelle parce qu'on est quasiment tous partis en vacances cette année. On est partis à l'étranger et on voit cette jeune fille qui disparaît soudain. Quand vous entendez cette histoire, d'abord, quelle est votre première réaction?
La première réaction, de toute façon, on le vit très régulièrement, hein, parce que même si c'est à l'étranger, donc c'est d'autant plus, on est d'autant plus touché parce qu'on se dit c'est très loin, c'est pas évident, mais c'est la même chose en France de toute façon. Hein. Mais là, on imagine le désespoir de la famille, le désespoir des parents. C'est une affaire qui se passe au Japon. Oui. D'ailleurs, on l'a vu, les médias se sont pas beaucoup mobilisés sur cette affaire parce qu'on se dit c'est loin, c'est compliqué. Oui. Est-ce que vous dites qu'il y a des pistes à explorer en priorité? Des pistes, nous on travaille pas tellement sur des disparitions qui se passent à l'étranger parce que malheureusement on ne peut rien faire. Hein. C'est déjà tout. Mais on ne peut rien faire, c'est terrible de dire ça. Ça veut dire qu'il faut attendre. Nous, au niveau de l'association, on peut rien faire parce que bien évidemment on ne pourra pas aller au Japon. Si on peut soutenir la famille, ça c'est une évidence parce que de toute façon on le fait tous les jours et on en a l'habitude. Il n'y a pas de problème. Par contre, on n'ira pas jusqu'au Japon. Après, non, voilà, malheureusement c'est comme ça. Par contre, les dossiers des fois on les récupère après parce que on pousse. Malheureusement plusieurs mois après, année, il n'y a rien. Nous on est toujours derrière et puis il y a des familles que l'on soutient depuis des années comme ça. Hein. Maître Delphine Meillet, vous êtes notre experte, vous êtes avocate. Dans un cas comme celui-là, on l'a compris, les familles sont désespérées, elles ne savent pas trop quoi faire. Est-ce qu'il y a une possibilité d'intervenir, par exemple en France, pour faire actionner la justice, pour que la justice française s'intéresse à ce qui se passe là-bas, ou finalement il faut se reposer sur une justice qu'on ne connaît pas, qui est la justice du Japon? Oui, alors dans toutes ces affaires-là, quand il y a des disparitions à l'étranger, ou quand il y a des infractions à l'étranger, c'est une question de souveraineté nationale. C'est le pays dans lequel l'infraction a eu lieu qui mène l'enquête. Et c'est comme ça. Il se trouve qu'en France, on peut collaborer, c'est-à-dire qu'il y a une coopération judiciaire entre le Japon et la France, en l'occurrence pour cette affaire Tiphaine, et la France collabore à sa mesure, c'est-à-dire qu'elle fait des démarches. Ici, en France, on fait des démarches qui peuvent aider la justice japonaise. Mais il n'y a pas d'instruction judiciaire, d'enquête criminelle ici ouverte en France. Il y a juste une coopération, une collaboration. Pascal Battani, dans cette affaire, ce qui est assez surprenant, c'est que le passeport a été retrouvé dans la chambre d'hôtel. Donc on se dit a priori, elle n'avait pas très envie de partir. Enfin, c'était pas l'objectif. Donc ça veut dire qu'on est soit sur un enlèvement, soit sur un malaise. Dans les hypothèses qui sont envisagées, c'est ces deux-là qui ont la priorité. Oui, bien sûr. Oui, mais il y a aussi, est-ce que, je pense pas que ce soit le cas, mais des fois, ce sont des personnes qui ont, je suis pas dans le cas de Tiphaine, hein, mais ce sont des personnes qui ont aussi parfois programmé leur disparition. Même dans des pays étrangers. Justement sur ces disparitions, Pascal Neveu, vous êtes psy, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un tout à coup à organiser sa disparition? On ne sait pas encore une fois si c'est le cas là-dessus, mais on essaie d'évoquer les différentes hypothèses. Disparaître comme ça à l'étranger, est-ce qu'on n'a pas au moins le réflexe de prendre son passeport? Non, pas forcément. Si on a organisé effectivement un changement de vie radical, on peut avoir de nouveaux papiers, une fausse identité qu'on a orchestrée avec un changement, effectivement, via la chirurgie esthétique. On a eu quelques cas comme celui-ci. Ça reste très rare parce que c'est tout un système très organisé. Maintenant, ce cas de figure est très particulier. On peut imaginer le pire. Tous les scénarios sont envisageables. La piste médicale, mais on n'a pas retrouvé le corps. Il y a eu des battues. On a recherché longuement ce corps. On aurait pu le retrouver. Elle disparaît du jour au lendemain. Est-ce qu'elle a été enlevée? Est-ce qu'elle est assassinée? Est-ce qu'elle est encore en vie? C'est atroce pour toutes ces familles qui ont besoin de connaître la vérité, qui sont obligées de se déplacer sur place, donc de mettre entre parenthèses leur propre vie pour connaître la réalité de ce qui est arrivé à Tiphaine. Mais c'est vrai que ça coûte de l'argent en plus pour ces familles d'aller sur place. Vous imaginez le Japon, puisque plus d'un mois après la disparition de Tiphaine, il n'y a toujours aucune trace de la jeune femme. Pourtant, ses proches ont employé les grands moyens pour tenter de la retrouver. Ils n'ont pas hésité, on le disait, à sauter dans un avion pour se rendre sur les lieux où elle a été vue pour la dernière fois. Les jours passent et Tiphaine ne réapparaît pas. Une véritable torture pour ses proches, qui se trouvent à plus de 9000 km d'elle. Le 3 août 2018, il décide donc de se rendre sur place pour tenter de la retrouver. Dès leur arrivée, il distribue des avis de recherche dans toute la ville. Est-ce que je peux lui laisser ça? Ouais, ah non, on va t'assister. On va peut-être récolter peu d'informations en faisant ça, mais c'est toujours mieux que rien. On croise vraiment les doigts pour cette distribution de tracts porte vraiment ses fruits, parce que là on est vraiment dans le noir pour l'instant. Les frères et sœurs de Tiphaine comptent bien faire avancer les choses.
Mais l'enquête piétine. Le fait qu'il s'agisse d'une touriste étrangère complique les choses, notamment pour étudier son bornage téléphonique. Alors le 6 août, la mère de Tiphaine écrit une lettre publique à Emmanuel Macron pour solliciter son aide. Le vendredi 10 août, la police japonaise décide d'intensifier les recherches. 80 personnes sont mobilisées pour participer aux battues dans la forêt. Et des plongeurs sondent la rivière, à proximité de l'hôtel où la jeune femme a été vue pour la dernière fois. On recherche même en dehors des sentiers classiques, là où les touristes ne vont pas d'habitude. Un drone et un hélicoptère survolent même les lieux. Sans succès. La piste criminelle est alors privilégiée, car près du sanctuaire de Takino, que la Française voulait visiter, des panneaux alertent sur la présence des rôdeurs. Mais alors, Tiphaine a-t-elle fait une mauvaise rencontre? A-t-elle été enlevée? Le mystère reste entier, bien évidemment, dans cette affaire. Maître Delphine Meillet, on pense immédiatement à la téléphonie dans une affaire comme ça, puisque elle est partie avec son téléphone, c'est à peu près la seule chose qu'elle avait avec elle. Donc on se dit aujourd'hui, vu les moyens modernes et quand on suit un peu ces enquêtes, c'est assez simple de localiser, en tout cas une dernière fois, les gens avant qu'ils éteignent leur téléphone avec la téléphonie. Le seul problème, c'est qu'on est au Japon et c'est compliqué. Oui, ça a l'air compliqué parce qu'elle avait un téléphone français avec un opérateur français. Et il y a une question de coopération, encore une fois, entre l'opérateur français et la justice japonaise. Et éventuellement la justice française en intermédiaire. Donc là, me semble-t-il, dans le cadre de cette enquête sur Tiphaine, il y a un blocage à ce niveau-là et l'opérateur de téléphonie français ne communique pas les données de géolocalisation du téléphone, mais globalement, bornage. Ça se passe comment pour ce bornage? Quand on est en France, par exemple, c'est la justice qui doit obliger l'opérateur à donner les coordonnées et l'endroit où se situe la personne. Bien sûr, bien sûr. La justice contraint tous les opérateurs téléphoniques, et pas que les opérateurs téléphoniques, également les réseaux sociaux, à donner l'historique du bornage, l'historique des données transférées, l'historique des messages. Quand bien même ils ont été effacés, on obtient toute la vie à l'instant donné de la personne qu'on recherche. Oui, excusez-moi, maître, mais là, on est dans un cas quand même qui est un cas grave. Oui. C'est une personne qui a disparu, cela fait plusieurs semaines. On sait qu'en ayant simplement sa dernière position avec son téléphone, ça donnerait un élément clé sur ce qu'elle peut devenir. Et là, on nous dit, ah bah oui, mais il y a un problème entre la justice japonaise, la justice française, avec l'opérateur. On se dit quand même, enfin, soyons un peu sérieux, quoi. Il y a quand même une jeune fille qui a disparu. Oui, mais il y a la question du temps. Si vous voulez, elle a disparu le 27 juillet. On est aujourd'hui début septembre. Il faut peut-être laisser un peu de temps à l'opérateur téléphonique de réagir correctement. Si tant est qu'une fois il refuse, la deuxième fois il refusera peut-être pas. Et quoi qu'il en soit, à un moment donné, la justice le contraindra à fournir les données. À un moment donné, la justice peut les obliger. Mais le temps a passé. Imaginez qu'elle soit quelque part, qu'elle soit en mauvaise santé. On parlait de sa maladie, justement, tout à l'heure. Si elle est en mauvaise santé, on en est à 2 mois, quoi, aujourd'hui. Enfin, il n'y a pas de procédure d'urgence dans des cas comme ça? Si, de toute façon, dès que la justice française est au courant de cette affaire, d'ailleurs, en l'espèce, il y a des ambassades qui sont... l'ambassade du Japon et le Quai d'Orsay en France qui sont en relation, qui entretiennent beaucoup de communication. Et notamment sur cette question de téléphonie, on parviendra normalement à contraindre l'opérateur téléphonique à transmettre les données. En tout cas, c'est un élément important et on espère que ça va se décoincer. Pascal Battani, on a quand même l'impression que les familles, quand il y a une disparition comme ça, elles sont un peu perdues. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui les aide, il n'y a personne qui les prend en main. Il y a des gens comme vous, bien évidemment, mais je veux dire, il n'y a personne au niveau officiel. On voit cette famille pour la disparition de Tiphaine qui a été obligée d'appeler et d'en appeler à Emmanuel Macron. Oui. Bon, il ne s'est pas passé grand-chose derrière, même si les recherches sont reparties. Il y a une vraie solitude des familles. Oui, il y a une vraie solitude, c'est sûr. Et bon, sur le territoire français, c'est exactement la même chose, puisque de toute façon, les familles sont laissées pour compte. Et c'est bien pour ça, justement, que notre association a fait 33 propositions pour essayer aussi que les familles soient considérées comme des victimes. Parce que quand il y a une disparition, c'est très très dur. Hein. Puis bon, sans compter tous les problèmes administratifs qui vont se lier. Bon, puis supporter le départ.
passer par toutes les phases psychologiques. Hein, et, de toute façon, c'est tout le temps comme ça, c'est très dur. Pascal Neveu, qu'est-ce qui peut faire qu'une famille tient? C'est quoi? C'est l'espoir de retrouver vivant? Parce qu'on imagine la détresse. C'est-à-dire que ça va passer par les montagnes russes, de temps en temps une nouvelle piste, mais très certainement qui va mener à une impasse, donc une frustration énorme, un désespoir. Donc c'est un déséquilibre psychologique et émotionnel extrêmement intense. Et face à une fille, à leur fille, qui avait l'habitude de dire où elle était, de communiquer sur les réseaux sociaux, de les appeler également, là il ne se passe plus rien. Donc ils sont dans le néant et le temps malheureusement va jouer contre eux et les amener à une affliction la plus extrême. Alors on va continuer à suivre cette affaire bien évidemment et puis on espère également que la téléphonie ça va enfin se débloquer, qu'on va pouvoir avoir des informations parce que c'est un élément clé pour savoir où était la dernière fois cette jeune fille au Japon. Merci Pascal Battani d'avoir été en direct avec nous. Dans un...